parler des congrès, c'est la grosse classe. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont bien travaillé, l'équipe de BDX.io. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes super contents d'être ici. En tout cas, moi je suis hyper content. C'est la deuxième fois que je vais pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. La dernière fois, c'était Ansible. Et là, on va parler de logiciels libres. Alors, la première chose que je vais faire, c'est je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Denis Germain, je suis ingénieur cloud chez Lectra. Et depuis une dizaine d'années, je tiens aussi un blog personnel dans lequel je parle de toutes mes aventures en tant qu'ops, à la maison et au travail. Je parle aussi un petit peu de plein de choses, donc des clusters, du monitoring, du stockage, et puis un petit peu de droit du travail aussi, puisque je fais partie de ces gens bizarres qui trouvent ça passionnant. Je fais de la course à pied et j'adore la science-fiction, donc si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Je vous ai laissé 2 petits handles si jamais vous voulez me parler sur Twitter ou me suivre. Lectra. Donc je suis ingénieur cloud chez Lectra, et Lectra, donc si vous êtes de la région, vous connaissez au moins de nom. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial des solutions technologiques intégrées pour les entreprises utilisatrices de cuir ou de textile. Et en gros, ça veut dire qu'on fabrique ces gros bidules là. Ça, c'est des machines de découpe qui permettent à nos clients de découper de la matière textile de manière efficiente, donc rapide et économe. Et vous vous en doutez, moi, en tant qu'ingénieur cloud, je ne fabrique pas des machines de découpe. Moi, je maintiens des services cloud, puisque Lectra, en plus de proposer à ses clients des machines de découpe, propose aussi des services associés, et notamment une partie dans le cloud. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on fait dans le cloud, mais je vous ai mis des petits logos de tout ce que je fais tous les jours. Si ça vous intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à venir m'en parler après. Par contre, je vous préviens, on peut en parler pendant des heures. Et alors, par un hasard totalement hasardeux, il se trouve que en fait, je cherche des collègues aussi. Donc j'ai besoin d'une personne de plus pour venir travailler avec moi et créer des clusters dans le cloud dans mon équipe. Et aussi, on a besoin de plein de développeurs. Donc, si jamais vous voulez plus en parler, vous pouvez venir sur le stand de Lectra, puisqu'on a un stand. Vous pouvez aller sur le site, ou bien sûr, vous pouvez venir m'en parler à moi. On a tous des petits polos avec écrit Lectra, là. On est facile à repérer. Ok. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le logiciel libre a-t-il de beaux jours devant lui ? Pour répondre à cette question aujourd'hui, je ne vais pas vous donner mon avis, mais je vais vous présenter plein de petites histoires tirées de l'actualité du logiciel libre et de l'open source, et qui sont, je pense, symptomatiques des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans ces domaines. Et du coup, avant toute chose, qui dans la salle, petit quiz, qui dans la salle pense savoir ce qu'est un logiciel libre? Si vous pouvez lever des mains. Ouais, pas mal quand même, il y a pas mal de monde. La dernière fois que j'ai fait la conférence, c'était dans une conférence de logiciels libres et du coup tout le monde a levé la main. Alors, moi j'adore commencer par des définitions. Donc du coup j'ai pris la définition GNU, qui est les gens qui ont inventé le logiciel libre, en tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc un logiciel libre, c'est un logiciel qui respecte la liberté de ses utilisateurs, et par liberté on entend la liberté de copier, distribuer, étudier, modifier, améliorer ces logiciels. Et un des problèmes que rencontrent les logiciels libres, c'est qu'en anglais, en fait, ce terme, ça se dit free software, et en anglais, free software, c'est un terme qui est ambigu. Ça pourrait vouloir dire que le logiciel est gratuit, ou que le logiciel free as du coup, bon. Du coup, vous retrouverez souvent cette phrase associée au logiciel libre, free as in free speech, not free beer, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'un logiciel libre n'est pas forcément un logiciel gratuit. En revanche, c'est un logiciel qui va toujours respecter la liberté de ses utilisateurs, tel qu'on l'a défini plus haut. Ce qui est très important à comprendre, c'est que c'est vraiment une démarche idéologique. Le développement logiciel d'un logiciel libre s'inscrit dans une démarche quasiment politique. On crée des logiciels pour le bien de la société, on les partage et on les diffuse. Et on permet aux gens de s'exprimer pour les améliorer. C'est très très important. Alors je vais me permettre une toute petite digression. En fait, vous avez peut-être remarqué que je mettais logiciel entre parenthèses quand je parlais de logiciel libre,
Parce qu'en fait, comme c'est une démarche idéologique, il n'y a aucune raison qu'on le limite au développement logiciel. Et d'ailleurs, il y a tout un tas d'initiatives de culture libre, la plus connue étant Wikipédia, hein, qui est une encyclopédie en ligne collaborative que vous connaissez tous. Hein, on a tous été sur Wikipédia récupérer des définitions ou ce genre de choses. Et également les licences Creative Commons qui permettent à des artistes, donc des gens qui écrivent des romans, des BD, des films, tout un tas de choses, de permettre à d'autres de réutiliser leurs œuvres en l'autorisant explicitement et sans tomber dans les pièges du copyright qui oblige toute personne à vouloir réutiliser votre travail à demander votre accord avant de le réutiliser, notamment. On revient au développement logiciel. Depuis tout à l'heure, je parle de libre, je parle de logiciel libre, mais je parle aussi d'open source. Et en fait, l'open source, si j'en parle de manière distincte, c'est parce que c'est quelque chose de différent. Pour remonter un petit peu dans l'histoire, fin des années 90, il y a une partie de la communauté qui a trouvé que le logiciel libre, tel qu'il était développé jusqu'à présent, avait du mal à pénétrer dans les entreprises et chez les utilisateurs. Et du coup, cette partie de la communauté pensait qu'il fallait uniquement se concentrer sur la diffusion des sources de manière libre et retirer la partie idéologique du mouvement. Et c'est d'ailleurs la critique principale que font les utilisateurs du logiciel libre aux utilisateurs des logiciels open source. C'est justement d'avoir retiré cet aspect politique, cet aspect amélioration de la société, pour ne viser que la diffusion massive du code libre. Et parfois même la recherche du profit. Alors cette slide, ça va être juste mon opinion à moi, on peut ne pas être d'accord. Dans la pratique, moi ce que je pense, c'est que cette distinction, elle est très très peu connue, même du grand public IT. Donc beaucoup de gens qui travaillent dans l'IT ne connaissent pas la distinction entre les deux. Et c'est d'autant plus vrai que je pense qu'il y a des logiciels qui se disent open source, qui sont en fait des logiciels libres, ou inversement. Donc en fait, finalement, la distinction est très floue, et les buts recherchés sont souvent les mêmes. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce point de vue. Et du coup, pendant que les partisans du logiciel libre cassent du sucre sur le dos des partisans de l'open source et inversement, le reste de la société nous regarde. Alors, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du terme bashing, qu'on colle avec un autre mot. On n'arrête pas d'en parler. Rien que la semaine dernière, j'ai entendu parler d'agribashing. Donc ça, c'est les agriculteurs qui disent qu'on est méchant avec eux. De cantine bashing, ça c'était Sodexo qui aimait pas qu'on dise que ce qu'on mange à la cantine, c'est pas bon. Et du coup, moi j'étais jaloux, je voulais mon propre terme bashing, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ait le sien et pas le mien. Donc j'ai inventé le libre bashing. Parce que je pense qu'il y a des gens qui dénigrent le logiciel libre et les logiciels open source. Du coup, je vais vous passer quelques petits exemples. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Guillaume Meurice, c'est un chroniqueur sur France Inter qui est, je pense qu'on peut ne pas trop se tromper en disant qu'il n'aime pas trop la Startup Nation. Et Guillaume Meurice donc, est allé au Paris Open Source Summit, qui est un événement européen qui vise à promouvoir le logiciel libre et les logiciels open source. Et voilà ce que Guillaume Meurice pense des logiciels libres et de l'open source. Pertinent, voilà. Donc à Startup Nation, il y avait de la trottinette électrique partout, enfin, ça puait le quinoa, ça transpirait de la conf call ASAP, et il y avait donc ce monsieur qui milite quand même pour un logiciel libre, ça il m'a bien dit, pardon. Donc il résout un petit peu les problèmes d'égalité. On apporte des solutions qui sont gratuites, qui permettent d'utiliser les logiciels sans dépenser un seul euro, donc ça déjà je pense que c'est un premier pas. Mais quelque part, ouais. Quelque part, vous êtes un gilet jaune. Merci pour cette comparaison. Voire même un zadiste. Je pense que vous allez trop loin là. Voire même un punk à chien. J'y arrive pas là. Non, attendez, il faut faire étape par étape. On ne peut pas passer de start-upper à punk à chien du jour au lendemain. Voilà, donc cette petite phrase, la dernière, on ne peut pas passer de start-upper à punk à chien. Je pense qu'elle résume assez bien la façon dont on est vu en dehors des gens qui pratiquent l'informatique. Soit on est un start-upper, donc à la solde du grand capital qui essaye de faire de l'argent sur le dos des utilisateurs.
soit on est un barbu dans un garage qui se fait plumer pendant que le reste de la société évolue. Alors vous allez me dire, oui, bon, ok, Guillaume Meurice, c'est un caricaturiste, c'est normal, on est là pour rigoler. Puis c'est vrai que, bon, quand on réfléchit un petit peu, c'est vrai que notre métier, parfois c'est un petit peu absurde, donc du coup, c'est bien de pouvoir en rire. Et du coup, je vais passer à un autre exemple, et là c'est plus à l'intérieur de l'IT. Hein. Si je vous dis ennemi juré de Linux, à qui vous pensez en premier? J'ai cru entendre des petits Microsoft par-ci par-là dans la salle. Bravo, quel public génial. Ok, Microsoft. Donc Microsoft et le logiciel libre et Linux, ça remonte très très loin et c'est une grande histoire d'amour. Donc les gens qui se dandinaient sur scène, vous les aurez peut-être reconnus. Il y avait Steve Ballmer et Bill Gates, deux personnes importantes au sein de Microsoft, vous en conviendrez. Donc Steve Ballmer, lui, il pense que Linux est un cancer qui, au sens de la propriété intellectuelle, corrompt tout ce qu'il touche. Donc alors là, c'est un gros gloobie-boulga de mélange de qu'est-ce que c'est qu'une licence open source, qu'est-ce que c'est la GPL. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, clairement, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas du tout besoin de mettre les sources libres si jamais vous déployez un programme sous Linux, heureusement. Et de l'autre côté, un petit peu plus tard, même si c'est quand même il y a assez longtemps, on a Bill Gates qui considère qu'il existe des communistes d'un nouveau genre qui souhaitent abolir toute forme de rémunération pour les musiciens, les artistes du cinéma et les développeurs de logiciels. Et vous remarquerez que là, on retrouve bien cette notion de culture libre, hein, puisque Bill Gates, il n'insiste pas seulement sur le développement logiciel et l'open source et le logiciel libre, mais il parle bien aussi de la rémunération des musiciens et des artistes. Donc il y a bien cette notion de culture libre qui est assez ancrée. Peut-être que dans la salle, le terme communiste vous choque pas du tout. Faut se remettre un petit peu dans le contexte des États-Unis. Hein. Bill Gates, il vit aux États-Unis, et quand on dit de quelqu'un qu'il est communiste, voire même qu'il est socialiste, c'est un gros mot. Là-bas, ils aiment vraiment pas ça du tout. Hein. Donc, voilà ce que pensent nos amis Bill Gates et Steve Ballmer. Et du coup, vous vous en doutez, ça ne se limite pas à Microsoft. Hein. Dans le top 10 des éditeurs de logiciels dans le monde, il y en a 4 qui ne sont pas des sociétés de services en soi, qui sont des éditeurs de logiciels, qui sont surtout connus pour leur catalogue de logiciels propriétaires. Si vous n'aimez vraiment pas les logiciels propriétaires, vous pouvez même dire privateurs. Donc parmi ces 4 sociétés qu'on retrouve ici, toutes sont connues pour avoir dénigré pendant très longtemps le logiciel libre et le logiciel open source au profit de leur propre solution à eux, à code source fermé. Du coup, si jamais je me fais encore un petit peu l'avocat du diable, vous allez me dire « oui, mais ça c'était il y a longtemps, Steve Ballmer et Bill Gates, effectivement, c'est des citations d'il y a assez longtemps ». Et du coup, j'ai envie de vous présenter une autre petite BD. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire. Si jamais vous ne pouvez pas la lire, de toute façon, je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Donc ça, c'est une petite BD qui a été postée par SAP sur le Twitter de SAP France. C'est une petite BD, une petite scénette humoristique où on voit un personnage, donc c'est le chef de projet, à qui on demande où en est sa plateforme basée sur des logiciels libres, sa data platform. Et en fait, dans les bulles du milieu, il se rend compte qu'en fait, ça ne va pas du tout marcher, c'est pas stable, le logiciel libre, c'est jamais compatible, il faut essayer un autre serveur, il faut mettre des bêtas, il faut faire des forks. Et du coup, la chute de cette petite BD, c'est qu'à la fin, il a fini par prendre SAP, on collecte, on connecte, et ça marche. Et dans une autre vie, en fait, j'ai installé du SAP. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est SAP, par exemple, une installation typique de SAP, c'est ça. Donc toutes les petites bulles bleues là, et jaunes et vertes, c'est des composants que vous devez installer pour faire marcher SAP. Donc comme vous pouvez voir, c'est hyper facile, on collecte, on connecte et ça marche. Si jamais vous voulez plus d'infos sur ce sujet, j'avais fait un article de blog quand la BD était sortie et j'avais interpellé SAP. Bon, je ne crois pas qu'il m'avait répondu. Et alors je pense que l'entreprise qui a la palme de l'entreprise schizophrène en termes d'open source, c'est probablement Oracle. Oracle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un éditeur très connu de bases de données qui vend une base de données du même nom.
Et par le jeu des rachats, ils ont racheté Sun en 2000, je sais plus combien, en 2000 quelque chose. Et à ce moment-là, ils ont aussi acquis une autre base de données qui, elle, est open source et qui s'appelle MySQL. Donc ils se retrouvent dans leur portfolio avec une base de données avec des sources fermées et une base de données open source qui est très utilisée par beaucoup de gens. Et du coup, d'un côté, on a Oracle qui vante sur son site, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, sur oracle.com, vous pouvez trouver la page de MySQL et vous y verrez que c'est la base de données open source la plus populaire au monde parce qu'elle est fiable, facile d'utilisation et dont les performances sont avérées. Et en 2018, on a Larry Ellison, le PDG d'Oracle, qui disait ouvertement que si vous utilisez MySQL, vous allez devoir sacrifier énormément de stabilité, de performance et de sécurité parce que c'est un très vieux système. Donc il est en train de dire du mal de son propre produit. Hein. Et petit aparté, ce qui me fait beaucoup rire aussi dans cette phrase, c'est un très vieux système puisque Oracle a été développé avant MySQL. Donc je pourrais continuer probablement pendant des heures sur les exemples de ces sociétés qui dénigrent l'open source au profit de leurs logiciels propriétaires, des alternatives propriétaires qu'ils proposent. Il y en a plein d'autres. Mais parfois, les critiques les plus virulentes viennent de la communauté elle-même. Donc dans tout projet open source et libre, il y a une communauté derrière et des fois, ça se passe mal. Alors, pour parler du petit exemple que je vais vous citer, je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière, mais comme il y a beaucoup de développeurs ici, ça ne devrait pas poser de problème. La plupart des langages de programmation, ils disposent de modules qui permettent d'étendre facilement le langage de manière modulaire, sans avoir besoin de tout redévelopper soi-même. Ils permettent aussi l'écriture de modules par des tiers, ça permet de faire participer la communauté. Et enfin, du coup, pour organiser un petit peu tout ça et faciliter l'installation des modules, ils permettent d'avoir des gestionnaires de dépendance de paquets de modules qui permettent d'étendre facilement son système. Arrive alors JavaScript avec son gestionnaire de dépendance NPM, que vous connaissez sûrement très bien. Le problème de JavaScript et de NPM, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de modules qui ont été développés à une vitesse très très forte, et ça s'est fait un petit peu de manière anarchique. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve, quand on veut faire l'installation d'un module ou de plusieurs modules NPM, à tirer sans le vouloir des dépendances, qui elles-mêmes tirent des dépendances, qui elles-mêmes tirent des dépendances. Et du coup, quand vous faites un NPM install, je vous ai mis une petite métaphore de ce qui se passe quand vous faites un NPM install pour instancier votre logiciel. Clairement, c'est anarchique et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous qui utilisent NPM ont lu vraiment la totalité des modules qui tirent à chaque fois que vous faites un NPM install. Arrive alors le protagoniste principal de notre histoire, Dominique Tarr. Donc c'est un développeur chevronné qui a fait plein de choses, avant et qui, en plus, sur son temps libre, a développé un petit module NPM qui s'appelle EventStream. Et sauf que ce package NPM, il est très populaire. Il est très populaire parce qu'il est utilisé par des packages populaires qui sont eux-mêmes utilisés par d'autres packages populaires. Et par le jeu des dépendances, on se retrouve à avoir un package NPM qui est téléchargé des millions de fois par semaine. Je crois que c'est 7 ou 8 millions de fois qui était. Sauf que là encore, par le jeu des dépendances, personne n'a été vérifié, mais EventStream, Dominique Tarr l'utilise plus depuis des années, le maintient plus depuis des années, et sauf qu'il est utilisé par un nombre incalculable de projets informatiques qui n'en savent rien du coup. Et là, c'est le drame. Pas de chance pour Dominique Tarr. Un jour, un gentil anonyme a proposé de reprendre la main sur le package, puisqu'il n'était plus maintenu. Sauf qu'en fait, c'était pas quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un qui était mal intentionné. Et du coup, Dominique Tarr lui a donné la main sur le package, et cette personne-là a remplacé le package par une version malicieuse. Oups. Ce qui est super avec Internet, c'est que tout prend tout de suite des proportions astronomiques. Donc à partir du moment où les gens se sont rendus compte qu'ils avaient téléchargé en fait un package malicieux, puisque Dominique Tarr avait donné la main à une personne mal intentionnée, on s'est retrouvé avec des gens qui postaient sur l'issue sur GitHub
qui ont carrément expliqué que, en fait, Dominique Tarr avait ni plus ni moins mis en danger la vie de millions d'innocents, et que, de toute façon, quand on faisait quelque chose de libre, ben, on en était responsable et qu'il avait qu'à se débrouiller pour réparer les dégâts. Alors si les gens sont virulents comme ça, c'est parce qu'ils se sont retrouvés en fait avec le package NPM donc bloqué, et du coup leur application s'installait plus en fait. Mais donc plutôt que de se poser des questions sur la façon dont ils ont fait leur développement logiciel, ils ont préféré taper sur la personne qui avait donné du temps pendant des années. Donc bon, je comprends pas trop. Je pense que vous avez compris que beaucoup de gens dénigrent l'open source encore aujourd'hui. Donc c'est quand même un tableau assez noir que je peins. Pourtant, je pense qu'il y a de l'espoir. Et du coup, je propose qu'on se tourne vers les sociétés qui mettent vraiment en avant l'open source, parce qu'il en existe. Donc cette petite phrase, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Est-ce que vous savez qui l'a dite? Non. Bon. J'attendais un Gandhi, et là j'aurais pu lancer mon petit pitch en disant « c'est pas Gandhi qui l'a dite ». C'est pas grave. Donc c'est une phrase qui est attribuée à Gandhi, c'est une très belle phrase qui correspond bien à son mouvement, donc c'est pas grave s'il l'a dite. Et c'est une phrase qui est aussi très souvent associée au combat de l'open source ou du logiciel libre contre le logiciel propriétaire, puisque ça représente un petit peu ce qui s'est passé pendant les 40 dernières années. Donc au début, les entreprises qui faisaient des logiciels propriétaires se moquaient un petit peu des barbus dans les garages qui développaient du logiciel libre ou open source. Et maintenant, c'est quand même beaucoup plus répandu. Et d'ailleurs, ça tombe très bien, puisque c'est aussi une phrase qui est souvent accolée à une entreprise qui s'appelle Red Hat. Red Hat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est surtout connue pour le développement d'un système d'exploitation qui s'appelle Red Hat Enterprise Linux, ou sa version gratuite CentOS, mais qui font plein d'autres choses. Et c'est une société qui est très souvent citée en exemple comme une entreprise qui fonctionne avec un business 100% open source, parce que c'est vrai, hein, parce qu'en 2018, c'est 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires juste sur de l'open source. Donc c'est quand même colossal, c'est énorme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Red Hat, clairement, ils ont réussi là où beaucoup pensaient que c'était pas possible. Et du coup, je reviens à ma petite phrase. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you. Et donc du coup, en 2018, c'était le drame une fois de plus. Les employés chez Red Hat, qui avaient imprimé cette phrase sur un mur, ont changé les 3 derniers mots par then they buy you. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été rachetés par IBM. IBM, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une des 4 entreprises qui dénigrait abondamment les logiciels open source. Du coup, je pense que beaucoup ont apprécié l'ironie de la situation quand, après avoir dénigré l'open source pendant des années, IBM rachète l'entreprise qui réussit le mieux dans l'open source. Du coup, on a vu qu'il y avait des entreprises, en plus des particuliers, il y a des entreprises qui contribuent beaucoup à l'open source et qui contribuent justement au fait que ça se développe de plus en plus. Et du coup, j'ai essayé de me demander qui contribuait le plus. Alors, nécessairement, ça va dépendre de la métrique qu'on choisit, mais si on part de l'idée que l'entreprise qui contribue le plus à des logiciels open source, c'est l'entreprise qui a le plus de contributeurs, d'employés qui contribuent à des logiciels, c'est pas Red Hat qui contribue le plus. Ça pourrait paraître étonnant vu qu'ils font quand même un business 100% open source et que c'est eux qui font le plus d'argent avec, mais non, c'est pas Red Hat. Ils sont 3e ou 4e. Ils sont pas trop mal classés, mais c'est pas eux. Du coup, on pourrait se dire, bon, alors si c'est pas Red Hat, c'est peut-être un grand cloud provider. Et c'est pas idiot, puisque en fait, ces cloud providers qui aujourd'hui nous vendent des machines virtuelles et autres services à tir à l'arigot, ces gens-là, ils utilisent massivement des logiciels open source et des logiciels libres. Et du coup, c'est logique d'imaginer que c'est eux qui contribuent le plus.
Et donc c'est bien un cloud provider. C'est un cloud provider, mais le premier qui nous vient à l'esprit, connu pour être très très mal vu dans le monde de l'open source et dans le monde du logiciel libre. Ils sont connus en fait pour utiliser massivement des projets open source, pour les revendre as a service, et sans pour autant contribuer la moindre ligne de code. Alors j'exagère un petit peu, je force le trait, mais c'est vraiment l'image que beaucoup ont d'Amazon. À tel point que certains logiciels que je n'ai pas cités ici, open source, sont en train de changer leur licence pour empêcher les cloud providers de déployer, leur base de données, nous c'est souvent des bases de données, dans le cloud, et les revendre après. Du coup, si c'est pas Amazon, c'est peut-être eux. Don't be evil, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est l'ancien slogan de Google, encore quelque chose d'ironique, je trouve. Ils sont bons deuxièmes, ils ont quand même contribué à des gros projets, hein. C'est quand même eux qui ont participé massivement à la jeunesse de Kubernetes. Donc ils contribuent pas mal quand même, mais c'est pas eux. L'entreprise qui contribue le plus en termes de nombre d'employés sur des logiciels open source, c'est Microsoft. Je l'ai entendu dans la salle, vous êtes très très bons, hein. Effectivement, c'est Microsoft. Et donc depuis le changement de CEO, donc depuis qu'il y a Satya Nadella, même peut-être depuis un peu plus longtemps, je ne sais plus trop, Microsoft est all-in sur l'open source. Alors certains les accusent d'open washing. Après, effectivement, on peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, c'est eux qui contribuent le plus en tant qu'entreprise au logiciel open source. Ça a commencé dans les années 2009-2010, quand ils se sont rendus compte que leur hyperviseur Hyper-V, les gens ne l'achetaient pas, puisqu'on ne pouvait pas faire tourner Linux dessus, ou c'était très très mal optimisé. Et ça s'est amplifié de manière très importante à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient très en retard avec leur cloud Azure et qu'ils avaient besoin de rattraper Amazon et Google, surtout Amazon. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par des annonces très très fortes. En 2017, Microsoft rejoint l'Open Source Initiative. En 2018, Microsoft libère 60 000 brevets logiciels. Bon, on peut ne pas apprécier l'idée du brevet logiciel, mais ils les ont mis à disposition pour qu'ils puissent être utilisés dans Linux et dans d'autres logiciels. En 2018, ils ont essayé un coup intéressant, c'est ils ont essayé de racheter GitHub, qui est une plateforme, qui est la plateforme, je pense, où il y a le plus de projets open source qui sont hébergés. Ça a un peu fait un bad buzz. Les gens se sont dit, oh là là, Microsoft rachète GitHub et ils vont fermer tous les projets open source. Enfin bon, il y a eu un peu une hystérie autour de ça, sachant que GitHub était une plateforme fermée au final, même s'ils hébergeaient des projets open source. Et en 2019, la Free Software Foundation, donc les gens du début, hein, ceux qui militent pour le logiciel libre, le vrai, donc son président, qui n'a pas été avare de critiques face à Microsoft pendant des années, est allé au siège social de Microsoft à Redmond pour donner une conférence sur le logiciel libre et l'open source. Donc c'est quand même assez incroyable. En tout cas, enfin, moi, ça m'a vraiment choqué. Venant de ces personnes-là qui se sont quand même beaucoup insultées par un site web interposé. Et c'est toujours pas fini. En 2019, Microsoft a aussi été jusqu'à intégrer l'intégralité d'un noyau Linux à l'intérieur de Windows 10. Et en 2020, ils vont même avoir une conférence dédiée Linux au siège social de Microsoft. Donc là, c'est carrément incroyable. Là, on est en roue libre totale. Je ne comprends plus rien. Alors, il n'y a pas que les GAFAM qui font de l'open source. Il y a aussi Lectra. Alors, j'ai eu une remarque comme quoi, effectivement, c'était étonnant de donner ce talk venant de Lectra, puisque effectivement, Lectra, historiquement, nous publions des logiciels à source fermée. Et comme tout le monde, on peut se tromper, et du coup, on est en train d'essayer, nous aussi, de s'ouvrir à l'open source. En fait, depuis déjà plusieurs années, il y a de nombreux développeurs de chez Lectra qui contribuent à des projets tiers, que ce soit de manière personnelle ou en tant que lectrasien. Et il y a même des ops qui font des pull requests sur GitHub.
On a également 2 projets internes qui ont été open sourcés et il y en a d'autres qui vont suivre. Donc nous aussi on s'y met et je pense que tout le monde devrait s'y mettre parce que c'est une façon de soutenir l'écosystème. Du coup, il va falloir commencer à conclure. Donc ce que je voudrais que vous reteniez, si jamais vous avez juste 2 slides à retenir, c'est que les logiciels libres et les logiciels open source, c'est pas la même chose, mais que tout le monde s'en fout. Que le libre, ce n'est pas que des logiciels, et que de toute façon, vous utilisez du libre, pas tous les jours, mais quand même relativement souvent. Que l'open source, c'est le cancer, sauf si on peut faire de l'argent avec. Et que faire de l'open source fera de vous un zadiste néo-communiste, mais que si vous arrêtez de maintenir vos projets open source perso sur votre temps libre, vous mettrez en danger la vie de millions d'innocents. Et la vraie conclusion, la conclusion sérieuse, c'est que je pense qu'une grande partie des problèmes de l'open source aujourd'hui peut être résumée par ces 2 tweets, un de Nick Craver et un autre de Ben Lesh, que vous connaissez peut-être, qui sont des développeurs et des SRE de chez Stack Overflow et un ancien d'Angular. L'open source n'est pas gratuit, il est payé, au sens, il est payé de leur temps par les mainteneurs et leurs familles. Parce que tout le temps que vous allez passer à maintenir gratuitement un logiciel pour la communauté avec des gens qui seront potentiellement ingrats, c'est du temps que vous ne passerez pas avec vos familles. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais il faut être conscient, je pense, que quand vous utilisez des logiciels open source, il y a des gens derrière. Et c'est tout pour moi. Alors du coup, je sais que j'ai été un petit peu rapide. Du coup, si vous avez des questions, on a plein de temps pour en parler. Et surtout, si ça vous a plu, ou pas plu, ou que vous avez trouvé ça trop long ou trop court, ou que j'ai pas été assez dans les détails, n'hésitez pas à scanner le QR code qui normalement vous envoie sur la page qui vous permet de noter ce que vous avez pensé du talk. Et si jamais vous êtes à Bordeaux le 10 décembre, sachez qu'il y a une conférence gratuite qui s'appelle Aquitaine à l'ENSERB, Matmeka, qui est une conf sécurité qui s'appelle Aquitaine, je ne sais pas si je viens de le dire. Bref, il faut y aller, c'est super intéressant. Et surtout, je donnerai un talk qui s'intitule « Ciel, mon Kubernetes mine des bitcoins ». Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah, il y a une question là-bas. Peut-être le micro, non? Ouais, d'accord, vas-y. Oui. Oui. Alors en fait, Red Hat, leur business model, c'est de vendre la version payante de leur logiciel, qui est strictement identique à la version gratuite, aux entreprises. Et en fait, ils vendent du service. On va dire qu'une grosse partie de leur business model, ça va être des licences, du support et du conseil. Et ça, ils font juste avec l'open source. Et du coup, leur coût derrière, c'est uniquement les développeurs qui maintiennent les logiciels. Il y a une question. Ah. Oui. Alors, c'est une super question. C'est une question très très intéressante. En fait, pas que Lectra, mais on peut partir sur l'idée de Lectra. Qu'est-ce qu'on a à gagner à proposer des projets? Déjà, c'est permettre à d'autres personnes d'utiliser un logiciel que nous, on a déjà développé dans notre coin et qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un le redéveloppe. La deuxième chose qui est plus pragmatique, c'est que derrière, ça va nous faire un petit peu de visibilité. Et le dernier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est que derrière, nous, on prend du temps à développer ce logiciel. Et s'il sert à d'autres gens,
eh ben, ces autres gens qui vont l'utiliser, ils vont nous permettre aussi de l'améliorer, de nous faire des pull requests, et au final, d'avoir un logiciel qui est plus maintenu que par nous, mais qui est maintenu par plusieurs personnes. Voire même les fameux anonymes dont je parlais tout à l'heure. Oui, mais pour le coup, Lectra, c'est une entreprise qui cherche à gagner de l'argent, oui. Qui a des concurrents. Oui. Et donc, je te dis pas qu'on est en train de tout open sourcer. Hein. Je t'ai dit qu'il y avait 2 projets qui avaient été open sourcés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on développe beaucoup des applications dans le cloud. Ces applications dans le cloud, de toute façon, reposent elles-mêmes sur des logiciels open source développés par d'autres. Nous, les briques qu'on rajoute, on les reverse. Et en espérant que derrière, ça va servir à d'autres personnes et que ces autres personnes vont contribuer et améliorer le logiciel avec nous. Voilà, on n'a pas de gain financier à le faire, si tu veux. Mais on a un gain pour derrière le logiciel et son évolution. Ah. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, c'était hyper sympa, mais il y a un truc sur lequel je suis pas vraiment d'accord. C'était l'exemple du mec qui tenait le package NPM. Oui. Pour citer Ben Parker, je pense que un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui. Et s'il est conscient que son package, même si, comme vous l'avez dit, il est sur du open source, qu'il a fait sur son temps libre, etc., il est quand même responsable, en fait. Moi, si demain je fais des serrures et qu'elles sont extraordinaires, que tout le monde prend mes clés et mes serrures, et qu'à un moment donné, j'en ai marre, et que je file les clés au premier mec qui me dit, et que finalement, il ouvre les portes de tout le monde, ça sera de ma faute. Même si, effectivement, je l'ai fait dans une bonne intention et que j'ai pris du temps pour moi. D'accord. Alors, je ne dis pas que Dominique Tarr a été totalement clean là-dessus. Après, ce que j'essayais de mettre en exergue, c'était un petit peu le développement anarchique et cette gestion de paquets dans NPM. C'est arrivé avec d'autres gestionnaires de packages, hein, c'est pas lié uniquement à JavaScript. Je comprends ce que tu dis sur la responsabilité. Faut pas oublier qu'il n'avait pas forcément les outils aussi pour le mettre deprecated. Et qu'est-ce qu'il allait faire sinon? C'est-à-dire qu'il n'allait pas le maintenir, il allait laisser potentiellement des failles, parce que derrière, on aurait pu lui reprocher aussi, si on était tombé sur une grosse faille de sécurité, et qu'il ne l'avait pas patché, il y a des gens qui lui seraient tombés dessus en disant « t'as laissé une grosse faille de sécurité ». Et il aurait répondu « Ah ouais, mais ça fait 5 ans que je ne le maintiens plus ». Et la dernière alternative qu'il avait, c'était de faire quoi? C'était de supprimer le dépôt NPM. Et dans ce cas-là, c'était pareil. On avait des millions d'applications qui, du jour au lendemain, ne marchaient plus, puisque la dépendance n'était plus là. Donc, je ne dis pas qu'il a été totalement clean dans la façon dont il a géré le fait qu'il est passé à un inconnu qui ne connaissait pas le package. Il est probablement un petit peu responsable de ce qu'il a fait. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'on lui ait donné les outils et je ne suis pas sûr que les gens se soient posé la question, les bonnes questions quand ils ont utilisé son logiciel. Alors, je ne réponds pas tout à fait, mais j'amène d'autres pistes de réflexion. Merci beaucoup pour votre présentation. Il y a un truc qui m'intéresserait parce que vous l'avez mentionné en introduction. Vous avez dit être assez passionné du droit du travail. Et ça m'intéresse un peu parce qu'en fait, faire de l'open source à l'intérieur d'une société classique standard, c'est amené comme une brique d'économie sociale et solidaire. D'accord. Puisque qui est aussi un projet de société. Et il se trouve que pas mal d'entreprises de l'ESS font de l'open source et du libre. Et comment ça se passe à l'intérieur d'une entreprise classique? Est-ce que ça crée, c'est l'interrogation vraiment chez Lectra par exemple, est-ce que ça crée une porosité qui emmène de la discussion, de la motivation, ou est-ce qu'au contraire ça crée des clivages et donc des tensions, quoi. Enfin, comment vous négociez ça et comment ça s'opère et ça se traduit en termes de motivation et de bien-être au travail? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points intéressants dans cette question. Donc déjà, au sein de Lectra, on s'y met tout doucement. Donc là, pour l'instant, c'est uniquement volontaire. Il n'y a aucune incitation ni à en faire, ni à ne pas en faire. Du coup, c'est que les gens qui sont vraiment motivés. Il y a des gens qui sont vraiment motivés par ça,
comme moi, hein, parler d'open source, ça m'intéresse. Et il y a des gens qui développaient pour la communauté, ça les intéresse aussi. C'est ces gens-là qui vont pousser le logiciel. Après, c'est vrai que si ça devient plus régulier ou que si ça devient effectivement un objectif de l'entreprise, là, il faudra voir comment on retravaille un petit peu les choses. Il y a un point qui est intéressant, je pense que effectivement, il y a eu le mot porosité qui m'a interpellé. Et il ne faut pas oublier que si on développe un petit bout de logiciel sur son temps pro, il ne faut pas qu'on se sente obligé après de le développer sur son temps perso si on n'a pas envie de le faire. Et donc là, peut-être que, attention à ne pas faire déborder le travail sur la sphère privée. Voilà, c'est encore une piste de réflexion. Je ne donne aucune réponse aujourd'hui, c'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, là-bas. Oui. Oui. Les plateformes de streaming. Pardon, est-ce que c'est juste possible de répéter la question pour, oui, pour le live? Je ne suis pas sûr de l'avoir compris, donc le mieux c'est peut-être de lui redonner le micro. En gros, ma question, c'était de savoir si tu peux nous éclairer sur la position des Netflix, Spotify et leur contribution dans le logiciel libre. Alors, sur leur contribution en elle-même, ces gens-là, c'est comme les cloud providers, ils utilisent massivement des logiciels libres. Après, derrière, c'est des plateformes fermées, donc ils diffusent pas de la culture gratuitement. Donc, ok, d'un côté, ils utilisent massivement des logiciels open source et ils en contribuent aussi massivement, Netflix notamment, pour pas le citer, à un énorme bloc tech, à une très grosse bibliothèque de projets open sourcés. Pour autant, ils ne s'inscrivent pas du tout dans cette notion de culture libre. C'est vraiment quelque chose de décorrélé. La culture libre, c'est quelque chose de vraiment très spécial. On aurait pu faire une conf rien que sur ça. J'avais fait sur le blog un autre article, c'est qu'il y a un auteur de BD, et bien sûr, comme avec le track, le nom m'échappe, qui a mis à dispo les aventures d'une petite sorcière en open source, en Creative Commons en l'occurrence, et qui s'est fait tomber dessus par tous les autres éditeurs de BD qui, eux, considèrent que c'est une honte de mettre à disposition gratuitement de la culture. Et je comprends pas du tout leur position, et j'avais fait un billet là-dessus, justement. En tout cas, pour en revenir à la question, je pense que les plateformes de streaming, ils diffusent pas de la culture gratuitement, donc c'est vraiment... ils sont vraiment pas du tout dans cette idée-là. Petit problème de micro.